Cela fait bien plus d'un mois depuis le début de la guerre en Ukraine. Contre toute attente, les Ukrainiens ont tenu bon. Certes, les forces russes ont gagné du territoire, mais à un coût énorme. Pas moins de 7 généraux russes de haut rang ont été tués au combat, et jusqu'à 40 000 soldats russes ont été tués, blessés, faits prisonniers ou sont portés disparus au combat. Pendant ce temps, au niveau du matériel, la Russie a perdu au moins 16 avions, 35 hélicoptères, 289 chars et plus de 8000 autres véhicules ont été détruits, désactivés ou capturés. Le nombre de pertes est probablement beaucoup plus élevé, mais ce sont des confirmations visuelles qui servent de base précise. L'Ukraine a subi ses propres pertes, mais pas autant que la Russie. Le terrain, le moral et la logistique constituent la stratégie de l'Ukraine. Mais une grande partie de son succès est également due aux armes tactiques utilisées par les unités ukrainiennes. Ils font toute la différence sur le terrain et dans les airs. Alors parlons des tactiques et des armes qui changent la donne que l'Ukraine utilise pour créer une poignée de main presque parfaite entre tactique et stratégie. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Masterworks. Il se passe beaucoup de choses dans le monde. Les experts appellent cela une punition parallèle lorsque l'inflation et la crise mondiale frappent en même temps. Les portfolios traditionnels lourds en actions et obligations pourraient être sur le bio. Même JP Morgan dit que les actifs alternatifs et les stratégies d'investissement sont essentielles. En fait, la plupart des gens associent cela au pétrole, à l'or ou à l'immobilier. Mais les grands garçons comme Citi, Bank of America et Deloitte, ils regardent tous des alternatives comme les beaux-arts. En soi, les beaux-arts ont été une couverture contre l'inflation pour les milliardaires pendant des années, accumulant des œuvres de Picasso, Monet et Banksy. Maintenant, je ne suis pas milliardaire, mais en utilisant la plateforme Masterworks, je peux aussi investir dans l'art. C'est la seule plateforme qui permet aux investisseurs de détail de posséder une part d'œuvres d'art. Utilisez le lien dans la description pour sauter la liste d'attente. Cela soutient réellement notre chaîne et nous donne les moyens de produire plus de contenu. Alors allez jeter un coup d'œil. Soyez juste prudent dans tout ce qui concerne l'investissement. Il n'y a pas de chose telle qu'un investissement sans risque. L'armée ukrainienne a beaucoup évolué depuis l'occupation de la Crimée par les Russes en 2014. Sans combattre. L'Ukraine a pris cette défaite à cœur et a progressivement réorganisé sa structure de commandement militaire. Au lieu de la hiérarchie descendante soviétique, les officiers subalternes se sont vus donner de nouvelles règles d'engagement et encouragés à prendre des décisions autonomes sur le terrain. La nouvelle doctrine a fonctionné et c'est la raison pour laquelle les séparatistes du Donbass n'ont jamais réussi à atteindre l'ensemble des frontières provinciales de Donetsk et de Luhansk. En revanche, les forces armées russes sont caractérisées par une hiérarchie descendante, adhérant toujours à la méthode soviétique de prise de décision. Mais la Russie n'est pas non plus restée immobile. Sa révision militaire la plus significative depuis les années 1990 se situe dans la guerre combinée des armes. L'unité de combat principale russe est le groupe tactique de bataillon. Ce sont des unités d'armes combinées conçues pour être rapides et adaptables, tout en transportant une puissance de feu lourde. Chaque groupe tactique de bataillon dispose de 10 chars, 33 véhicules d'infanterie, 18 pièces d'artillerie autopropulsées, 6 lance-roquettes multiples, 12 véhicules mobiles de service à l'air et des formations flexibles d'unités de soutien. Le format du groupe tactique de bataillon lui permet de passer d'une attaque rapide à des opérations de soutien à des attaques à longue portée. La faiblesse inhérente, cependant, est son manque de main-d'œuvre. Chaque groupe compte environ 200 fantassins, ce qui est loin d'être suffisant pour protéger les flancs d'un groupe aussi large. Mais face aux armées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, cela ne serait pas nécessairement un problème, car les deux parties s'affronteraient de manière conventionnelle, et c'est ainsi que les unités combinées russes ont été formées pour combattre, faisant face à des unités combinées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord déployées de manière similaire. La Russie compte environ 170 de ces groupes tactiques de bataillons, dont 100 ont été déployés en Ukraine. Le plan initial était de diriger les unités russes vers les carrefours routiers,
de séparer les forces ukrainiennes des zones urbaines, puis de forcer les villes à se soumettre. Mais en guerre, les choses se passent rarement comme prévu. Dans la phase initiale du conflit, les forces russes n'ont pas réussi à sécuriser les lignes d'approvisionnement menant à Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Mariupol, Mykolaïv et Kiev. La taille même des groupes tactiques de bataillons est devenue une faille dans l'armure. Le problème est que, quel que soit le nombre de véhicules russes déployés en Ukraine, les convois devaient voyager par la route, mais la largeur des routes et la vitesse des véhicules de tête limitaient la mobilité des groupes tactiques de bataillons russes. Les unités d'infanterie légère ukrainiennes ont exploité cette vulnérabilité en prenant position dans les villages adjacents et en mettant en place des embuscades près des routes principales pour cibler les convois russes qui passaient. La clé de ces sites d'embuscade était, et est toujours, le système de missiles anti-chars Javelin fabriqué aux États-Unis. Le Fiber Guided Missile 148 Javelin est une arme sophistiquée et portable qui est facile à utiliser. 2 utilisateurs peuvent l'opérer et il peut atteindre des cibles jusqu'à 4 km. Une fois la cible verrouillée, le missile effectue le suivi de manière autonome. Ce qui fait du Javelin une arme anti-blindage si efficace, c'est sa double charge militaire et sa trajectoire de vol. Le missile est programmé pour monter à une altitude plus élevée, puis plonger sur le dessus de la cible, où l'armure est la plus mince. La première charge militaire du Javelin détruit les briques réactives dont la plupart des chars russes sont recouverts, tandis que la seconde charge militaire détruit l'armure principale. Presque chaque coup porté par le Javelin est une mise à mort instantanée. Une version légère de l'arme anti-char est le Next Generation Light Anti-Tank Weapons, acronyme de Next Generation Light Anti-Tank Weapons. Produit par la Grande-Bretagne et la Suède, le NLAW 800 est une arme à feu et à oubli avec une portée effective de 800 mètres. Il est également beaucoup moins cher que le Javelin. Alors qu'un seul missile Javelin coûte environ 200 000 $, un seul tir d'une unité NLAW coûte environ 40 000 $. Cela peut sembler cher, mais ce sont des armes qui peuvent détruire des véhicules valant plusieurs millions de dollars. Donc, quand ils sont bien utilisés, les armes anti-chars peuvent changer l'économie de la guerre. Dans les jours précédant la guerre en Ukraine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont envoyé plusieurs avions cargo remplis de javelins et de NLAWs en Ukraine, et depuis lors, ces armes ont constitué l'épine dorsale de l'infanterie légère ukrainienne. Pendant ce temps, depuis les airs, l'Ukraine utilise le drone TB2 comme une arme à longue portée. Le Bayraktar TB2 est un véhicule aérien de combat sans pilote de longue endurance et d'altitude moyenne fabriqué en Turquie. Il opère à une altitude d'environ 6 km, le plaçant hors de portée de nombreux systèmes de défense aérienne, et il peut rester en l'air pendant au moins 24 heures. De plus, le drone dispose d'un système de guerre électronique sophistiqué qui le rend difficile à suivre et il transporte 4 micro-munitions très précises qui peuvent éliminer des cibles militaires valant des millions de dollars. Surnommé l'AK-47 du XXIe siècle, le Bayraktar TB2 peut également être équipé de nacelles de cartographie rapide qui peuvent cartographier des milliers de kilomètres carrés de terrain à une résolution ultra haute. Les renseignements d'imagerie peuvent ensuite être transmis aux batteries d'artillerie et de roquettes pour détruire les unités ennemies à distance. Le TB2 donne essentiellement à l'utilisateur des yeux dans le ciel, et cette forme d'arme combinée transforme le drone d'un dispositif tactique en un dispositif stratégique. Lorsque la Pologne a acheté 24 drones Bayraktar TB2 pour un coût de 270 millions de dollars, le package incluait des services après-vente tels que des simulateurs, des pièces de rechange, de la formation, du soutien logistique, des radars synthétiques aperture, radars des stations de contrôle mobile et des munitions guidées par laser. Cela signifie qu'un Bayraktar TB2 entièrement armé coûte un peu plus de 11 millions de dollars, tandis qu'un drone non armé est estimé à environ 5 millions de dollars. Le Bayraktar TB2 peut ne pas prendre la première place en matière de performance au combat, mais son faible coût et la haute qualité de ses services après-vente en font l'un des principaux drones de combat dans le monde. Avant la guerre, l'Ukraine avait acheté plus d'une douzaine de Bayraktar TB2 à la Turquie. Elle a également signé un accord pour fabriquer conjointement des dizaines d'autres sur le sol ukrainien. Jusqu'à plus tard en mars,
2022, le ministère de la Défense ukrainien a déclaré qu'il avait acquis un nombre non spécifié de drones TB2 et qu'ils étaient de prêts à entrer en combat. Sur le champ de bataille, les forces ukrainiennes ont utilisé des drones Bayraktar TB2 pour détruire des actifs ennemis de grande valeur. Le faible coût du drone rend les tactiques à haut risque et à haute récompense plus réalisables, puisque le TB2 peut être déployé avec peu de conséquences. L'arme finale qui change la donne utilisée par l'Ukraine est le missile anti-aérien Stinger. Développé par les États-Unis, le FIM-92 Stinger est un système de défense aérienne à budget limité. Il est portable, facile à utiliser et donne aux soldats au sol la possibilité de contester l'espace aérien au-dessus. Le Stinger tire un missile solaire à guidage infrarouge qui, une fois lancé, suit sa cible de manière autonome. Le missile peut atteindre une altitude de 3,5 km et une distance horizontale de 4 à 8 km. Maintenant, ce n'est pas grand-chose, mais lorsqu'il est utilisé en grande quantité et réparti sur une grande surface, c'est suffisant pour nier la supériorité aérienne, au moins partiellement. Jusqu'à présent, l'Ukraine a reçu des centaines de missiles Stinger de la part de nombreux États membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ils ont été efficaces contre les avions volant à basse altitude et les hélicoptères d'attaque. Les avions russes connaissent actuellement une pénurie de munitions guidées de précision et doivent donc effectuer des sorties à basse altitude pour livrer des roquettes non guidées à leur cible, mais en faisant cela, les avions russes entrent dans la portée des Stinger. Au moment de la rédaction de cet article, la Russie a perdu 16 avions et 35 hélicoptères. Une partie de cela est sans aucun doute l'œuvre des missiles Stinger. Au fait, ces chiffres proviennent du blog Oryx, qui utilise des images en source ouverte pour compléter sa liste. Le lien est dans la boîte de description pour exploration personnelle. Le problème du Stinger, comme c'est le cas avec le Javelin, est que lorsqu'ils sont acquis en grand nombre, le désarmement devient difficile. Toutes les unités ne seront pas comptabilisées lorsque les choses finiront par se calmer en Ukraine. Malheureusement, certains Stingers tomberont entre de mauvaises mains. Et ce sont des armes aux conséquences géopolitiques considérables. Imaginez un Stinger utilisé pour abattre un avion commercial lors du décollage ou de l'atterrissage. C'est une idée sinistre, mais qui doit être abordée. Pris ensemble, il est clair que les chiffres ne sont pas tout dans les conflits armés. L'Ukraine est la preuve que les armées plus petites ne sont pas nécessairement condamnées lorsqu'elles font face à une puissance militaire. Les Javelins, Stingers et Bayraktar sont des armes qui changent la donne et équilibrent le terrain de jeu. Ils provoquent également des fissures géopolitiques chaque fois qu'ils sont fournis à des endroits controversés. Par exemple, lorsque le Stinger a été déployé auprès des Moudjahidines afghans pour abattre les hélicoptères soviétiques, cela a aidé à renverser l'équilibre des forces. Maintenant, des décennies plus tard, cette même arme nie une fois de plus la supériorité aérienne aux forces russes. Les Javelin, Stingers et Bayraktar sont les types d'armes que chaque pays doit avoir dans son inventaire, en particulier les petits pays. D'un point de vue économique, ce sont des armes abordables qui compensent largement leur coût en détruisant des actifs de plusieurs millions de dollars. Ce retour sur investissement redéfinit la façon dont les nations envisagent la guerre. Après tout, qui voudrait être la proie dans un monde rempli de chasseurs? J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Nous prévoyons de réaliser davantage de ces vidéos liées à l'Ukraine, donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment pour le faire. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche, sinon vous manquerez toujours notre dernier contenu. Merci d'avoir regardé, et Saol!